Shavua Tov, Boker Tov. Alors messieurs, vous savez des fois quand on était jeune, comme moi quand j'étais jeune. Vous êtes tout longtemps. Ouais, on est toujours jeunes, c'est vrai. Merci monsieur Badana. Il n'y a pas longtemps. Mais souvent, je sais pas, on se dit, ou je me disais, si j'avais vécu cette époque-là, si j'avais eu cette époque, si j'avais vécu le jour de la Levaya de Moshe Rabbeinu. Si j'avais vécu la Levaya du Chavetz Chaim. Waouh! Si j'avais vécu, tu comprends? On se dit, c'est vrai, nos aïeuls et nos patriarches même, ils ont vécu des choses extraordinaires. Ils ont vécu des choses magnifiques, des choses grandioses, que nous, on n'a peut-être pas vécu. Ce qu'on vit aujourd'hui, là, ce qu'on va vivre aujourd'hui, la Levaya du Rav Kanievski, c'est historique. Mais pas au niveau historique, au niveau de l'histoire, on va vivre l'histoire. Quand je parle historique, c'est au niveau juif du terme, au niveau thoraïque du terme, au niveau intense du terme. On va vivre un moment intense de l'histoire du Ham Israël, comme ils ont vécu le Kriyat Yam Souf. T'entends ce que je viens de te dire là? Tu te dis, mais comment c'est? Si j'étais à Kriyat Yam Souf, si j'étais à Etzel Mitzrayim, c'est des événements qui sont écrits dans la Torah, extraordinaires. J'y avais vécu. Et voilà, ça dit qu'aujourd'hui, on va vivre Kriyat Yam Souf. Pas Kriyat Yam Souf, t'as compris ce que je veux dire? Un événement grandiose du peuple juif. C'est un événement grandiose du peuple juif. Triste, qui peine, on pleure, mais grandiose. Celui qui a vécu, qui a assisté, qui a eu mérite d'assister à l'Elevaya du Rav Ovadia Yosef, mais il a vécu une étape, une histoire extraordinaire du peuple juif. Celui qui a vu la Levaya, qui a assisté à l'Elevaya du Rav Ovadia Yosef, il a vécu quelque chose de grandiose, un fait marquant du peuple juif, de notre histoire. Et là, c'est ce qui va se passer. C'est marquant, plutôt Grandiose. Grandiose. Ça veut dire quoi? Si on est triste, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça reste. Non, oui. Lui là, il est content. Non, ouais, d'accord. Lui, il est content, mais nous, on est, voilà. Tu comprends? Il explique le Rav Dessler quelque chose de magnifique par rapport à la tirade de Moshe Rabbeinu. Il dit que c'est écrit dans la Torah que lorsque Moshe Rabbeinu il est niftar, alors l'Am Israël bachou oto shloshim yom. Ils ont pleuré Moshe Rabbeinu 30 jours. 30 jours. Ça faut comprendre ça veut dire. Ils ont pleuré Moshe, que tous les jours qui passaient pendant un mois, tous les jours ils pleuraient. Tous les jours c'était comme si c'était le premier jour, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à se consoler. Même après c'est difficile. Mais pendant 30 jours c'est comme si c'était le premier jour. C'est-à-dire que le premier jour ils ont perdu Moshe Rabbeinu, pendant 30 jours c'était autour là-bas, rien ne changeait. Tous les jours c'était pareil. Dieu il a quand même créé entre guillemets l'oubli. Alors c'est vrai que l'oubli on ne peut pas oublier d'un coup. Mais allez, la première semaine, c'est pas comme la deuxième. La deuxième, c'est pas comme la troisième semaine. Qu'on le veuille ou pas, c'est humain. Tu comprends ce que je veux te dire par là? Eux, c'était tous les jours la même tristesse. Ils se déchiraient les habits, ils pleuraient. C'était comme si c'était maintenant que ça allait se passer. C'est fou quand même. C'est fou. Et il explique au dessert quelque chose de magnifique. Si on peut exprimer ainsi. Et il dit, en vérité, que on se rend compte de la grandeur d'une personne quand elle n'est plus là. Même si, attention, là je ne parle pas que c'est une personne qu'on connaissait, on la connaissait, Moshe Rabbeinu. On connaît sa grandeur, on voyait ce qu'il apportait, on avait une idée de ce qu'il était. Mais la vraie valeur d'une personne, on ne la découvre uniquement à partir du moment où il quitte ce monde. Et il dit Lama. Parce qu'en vérité, même si tu vois quelqu'un, tu connais Moshe Rabbeinu, et tu vois, il a reçu la Torah, 40 jours, 40 nuits. Et il a pleuré pour l'Am Israël. Et il a imploré pour le peuple juif. Ils ont su tout ça. Ils connaissaient Moshe Rabbeinu. Aval. L'identité de Moshe Rabbeinu, la personne de Moshe Rabbeinu, elle prenait une place. Et donc en réalité, quand la personne quitte ce monde, qu'est-ce qui se passe? Un vide. Exactement. La personne qui prenait une place, à partir du moment où elle quitte ce monde-là, elle laisse un vide. Et plus la personne de son vivant elle était grande, plus le vide il est grand. Et donc on ne se rend pas compte quand c'est rempli forcément. Parce que c'est rempli, il n'y a pas de vide, il est là. Quand est-ce qu'on se rend compte le plus de ce qu'il nous a apporté, de ce qu'il était, de ce qu'il nous a amené, de ce qu'il pouvait être pour nous? Et quand elle n'est plus là. Parce qu'en réalité, plus la personne a été grande, plus la personne est importante pour nous, plus la personne elle nous donnait, dans le sens positif du terme,
plus lorsqu'elle disparaît, ben, le vide et le manque, il est énorme. Et donc il dit Rav Lesser, on se rend compte de la grandeur d'une personne lorsqu'elle quitte ce monde-là, par rapport au vide qu'elle va laisser. Et en fonction du vide qu'elle laisse, tu te rends compte de combien elle t'a apporté. Chez l'Oneda, jusqu'à ça maintenant, pour tous nos parents, pour nos... D'accord. Et quelqu'un y perd un de ses parents, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Qui t'appelle le plus par jour? T'appelles ta maman. Qui t'appelle le plus? À qui tu demandes les vrais conseils? T'appelles, c'est ta maman, ton papa. Mais c'est tes parents. C'est tes parents. C'est pour ça. Amen. C'est pour ça que c'est les seuls pour lesquels le deuil il est pendant un an. C'est les seuls. Il n'y a pas d'autres. Un an. Lama. Parce que c'est le plus grand vide qui laisse derrière eux, c'est les parents. Plus encore chez l'Oneda, d'un frère ou d'une sœur ou d'un enfant ou de l'Odema, d'accord. C'est 12 ans, 12 mois. 12 mois les parents. Lama. Parce que plus le vide il est grand, plus le manque il est grand, la peine elle est grande. Excusez-moi, moi j'avais entendu parler le contraire, mais oui. En disant que justement mari et femme, c'est un mois, parce qu'on n'a pas besoin justement de tenir ce deuil pendant un an. Alors que pour les parents, c'est plus une question de respect et que, comme c'est aussi dans l'ordre des choses, on peut continuer. C'est joli. Mais bon, c'est pas ce que je dis. D'accord. Comprends-le. Comment? Par rapport au cadeau qu'on n'aurait pas pu faire. Mais Vadaï, ça c'est sûr, ça c'est Vadaï. Mais surtout par rapport au manque. Et c'est ça. On se rend compte de la valeur, de la grandeur d'une personne, ce qu'elle a apporté vraiment quand elle est plus là. C'est le vide qu'elle laisse. Le vide qu'une personne elle laisse. Et là, c'est vrai que c'est grandiose. Alors, c'est une connotation grandiose comme magnifique, magnificence. Grandiose, c'est l'Avdavka, grandiose, c'est quelque chose de grand. Et là, quand il y aura dans la Levaya plus d'1 million de personnes, il y aura 1 million. Comme pour les Yosef, 1 million de juifs. 1 million de juifs pour Kavod, au Rav Kanievski, pour pleurer le Kanievski. Tu te rends compte, et là, tu prends peut-être conscience de ce qu'il était pour l'âme Israël. Tu prends conscience de ce qu'il était pour l'âme Israël. Du monde entier. Et il y avait beaucoup de catavotes, beaucoup de reportages, télévision israélienne, et pour une fois, voilà, c'était beau, c'était magnifique, c'était vrai, c'était tellement vrai, d'accord, sur toutes les chaînes, sur ce qu'il a été, sur ce qu'il a fait, c'est quoi, c'est rien du tout par rapport à, c'est une seconde par rapport à toute la vie qu'on pourrait raconter du Rav Kanievski, par rapport à tout, et il ramenait là-bas, celui qui a eu le mérite d'aller le voir, ou d'attendre, de faire des fois aller attendre chez lui, tu voyais toutes sortes de juifs, des Ashkénazes, des Sfaradim, des Chassidim, des religieux, des moyens religieux, des plus religieux, il y avait tout. Qui c'est qui n'allait pas voir Rav Kanievski? Qui n'allait pas le voir? C'était Moshe Rabbeinu du Dor. C'était les Urim et Tumim. Qui on va aller voir? Pour une opération, on allait voir qui? C'est Rav Kanievski. Qui t'allait voir? Pour un mariage, c'est Rav Kanievski. Qui t'allait voir? Pour une femme qui va, le bébé il est dans le ventre, il y a un problème. Qui tu vas voir? Je vais raconter l'histoire. Vécu, on m'a pas raconté, c'est moi qui l'ai vécu dans ma chair. Hein? Oui, Tzadik, fallait être là. Fallait être là. D'accord ou pas? Tu te rappelles l'histoire que j'ai racontée? Non? Je ne rappelle pas. Bon, je peux la raconter 2 secondes. Que ce soit pour l'élévation de l'âme, pour montrer qui. D'accord? Mais j'en ai des dizaines et des dizaines. Écoute mon Tzadik. Qui on a perdu? D'accord? J'ai un de mes meilleurs amis. Sa femme était enceinte. Théo. 5e mois comme ça, 5e mois à peu près, 4-5e mois. Moi j'étais à Mir à l'époque, Yeshivat Mir, d'accord. Et le matin, l'asbar, il était 9h et quelques, comme ça, je reçois un coup de fil, il m'appelle, et je l'entends pleurer, machin et tout. Bon, bah, ce qui se passe, quoi. Il se calme pas. Et tant qu'il se calme, sa femme elle est partie aux toilettes, le placenta il est sorti, avec la moitié du bébé, avec le machin, le truc, l'horreur, l'ambulance, il est à l'hôpital. Les médecins lui disent qu'il faut avorter tout de suite, il faut enlever le bébé tout de suite, c'est un danger de mort pour la femme, le bébé, machin, on peut rien faire, machin et tout, je sais pas quoi faire, je sais qu'on peut pas faire comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Les médecins ils sont là, ils pleurent. Moi je suis pas en panique, mais j'étais là, il me dit va voir un rab à Mir, tu lui demandes qu'est-ce que je dois faire, voir Yitzhak Ezrahi, voir quelqu'un. Donc je suis parti voir Yitzhak Ezrahi, pour celui qui connaît, je vais dire Lechem Tovim, Baruchim. Je suis parti le voir, je lui dis qu'est-ce qu'il faut, voilà, j'ai machin, au début je croyais que c'était pour ma femme, il était à mes boulbas comme ça. Et je compris que c'était pour un ami. Et il m'a dit, je veux rien te dire moi. Il m'a dit, bouge pas. Il prend son téléphone, il appelle, il raccroche. Il me dit, t'es en voiture? Je lui dis oui. Tu vas tout de suite à Ben Brak. Il était avec le petit-fils, je sais pas qui, le secrétaire du Rav Kanievski, le petit-fils du Rav Kanievski.
Et tu pars tout de suite, il t'attend et il va te faire rentrer. Mais c'était pas maintenant au moment où tu peux rentrer, tout ça, c'est au moment où on étudie le Rav, c'est pas un moment où tu peux rentrer. Donc je prends la voiture, je fonce à Bnei-Brak, j'arrive, il m'attendait derrière le petit-fils, et il me fait rentrer. Celui qui a déjà vu, Rav Kanievski d'ailleurs, moi sur le chemin, je rappelle mon copain, et je lui demande tous les tenants aboutissants, quoi, parce que tu la question Rav, il faut demander la question comme il faut. Tous les détails, qu'est-ce qu'ils disent, machin et tout ça. Et il me dit, il y a 8 médecins qui sont venus, les 8 ils disent qu'il faut avorter. Il y a pas, elle est en danger de mort et chaque seconde qui passe, ils sont en train de me faire la pression, il me dit t'es un fou, t'as ton panier de rave, ni pas de rave, t'es un fou, t'es un malade, qu'est-ce qu'il y a, on est médecins, c'est ce qu'on fait, et lui il a attendu, il voulait pas qu'il touche à sa femme. Et il disait chaque seconde qui passe, elle est en danger de mort ta femme, bémet. Donc il me dit personne, il dit moi je suis obligé de dire devant le rave, voilà les médecins ils ont dit comme ça. Et donc j'arrive là-bas, il me fait rentrer, le rave il est en train d'étudier avec sa Gemara. Déjà quand t'arrives, que tu trembles. Ils ont un dmout, tu sens la puissance, mais tu sens la puissance, tu te sens même pas un grain de sable devant eux. Un grain de sable, tu te sens même pas, t'es rien, t'existes même pas. Bref, et je lui pose la question, et je dis voilà, j'ai un ami, sa femme elle est maintenant à l'hôpital, 8 médecins disent qu'il faut avorter, le bébé, je lui raconte tout, je lui dis les détails que les médecins ils ont dit. Il me regarde comme ça et tout, et il me dit l'olémaire, c'est les fois fort, l'olémaire, pas se précipiter. La vérité, j'ai rien compris. Je suis sorti, j'ai rien compris. Alors, pas les mailles, alors qu'on attend dans 2 heures, on attend dans 1 heure, j'ai rien compris. Et je suis parti. Je suis sorti. Je sais pas que ça veut dire quoi. J'ai dit, purée, mais tu fais quoi maintenant? Demandez-lui, ça veut dire quoi? Mais va devant le Rav Kanievski, toi, on va voir, tu rigolo, va. Tu fais la queue quand c'est tu arrives, tu restes 3 secondes. Non, là, il n'y avait pas de queue. Non, là, il n'y avait pas de queue. Là, il n'y avait pas de queue. Là, il n'y avait pas de queue. Non, mais là, il n'y avait pas de queue. Il n'y avait pas de queue. Il était au milieu de son limousse, il n'y avait pas de queue. Il m'a fait rentrer tchic-tchac comme ça. Bref. Et je sors. Et là, le petit-fils, alors il me dit, il t'a répondu, il a dit les réponses. Je lui dis, oui, mais j'ai rien compris. Je lui dis, clairement, j'ai rien compris. Il me dit, qu'est-ce qu'il a dit? L'eau est mère. Je dis, ça veut dire quoi? Il me dit, attends, il me dit comme ça, t'as rien compris, tu t'en vas? Je fais, qu'est-ce que je fasse? Il a raison. Ouais, mais moi j'étais. Voilà, bon, bref. Bref, sur le coup, tu vois, il m'a dit, viens ici, il faut que tu saches qu'est-ce qu'on fait. Je sais pas, j'ai pas compris. Donc il me refait rentrer. Je me rappellerai toujours. Quoi, l'archou? Il est en étudié. Il faut savoir que le Rav Kanievski, il terminait le chasse Babli, le chasse Yerushalmi, le Shulchan Aruch, le Rambam, le Zohar Kadosh, le chasse Mishnah, en un an, tous les ans. Et il faisait le Sioum là pour à Pessah parce qu'il était Bechor, c'était l'unique, il était fils unique. Donc il était Bechor, donc tous les ans, d'accord? Donc t'imagines le temps qu'il n'a pas. Il est en train d'étudier, il me fait re-rentrer. Et il se remet comme ça, c'est son père, c'est son grand-père, et il dit, il n'a pas compris ce que tu l'as dit, il faisait le machin et tout ça. Il lève les yeux, moi je suis un sac d'os comme ça, il m'a fait un sac d'os. Il tape sur la table comme ça, c'est, ils sont énervés, Ashkenazim, hein. Il tape sur la table comme ça, il fait, Martin Lokva. Il dit, je lui ai déjà répondu. Ouais, moi je suis là. Je l'ai pas compris. C'est pas moi. Bémet, c'est impressionnant. Et il dit, clairement, l'olé à pile. Faut pas, il me dit clairement là, il me dit l'olapil. Là, il me dit l'olapil, ne pas avorter. Et là, je sors, j'appelle mon copain, je lui dis faut pas, il m'a dit faut pas avorter, voilà, je te dis ce qu'il a dit le Rav. T'imagines, ta femme est là, tous les médecins, ben c'est vrai. Ils ont dit t'es un fou, ils ont signé une décharge, mais t'es un malade, tu mets ta femme en truc, elle va pas durer, elle va pas. Truc à chemichement. Bref, je te passe les détails, elle est restée pendant 4 mois à l'hôpital. Les pieds en l'air, avec la moitié du placenta dehors. Et le bébé, il est né en bonne santé. Un petit garçon, aujourd'hui, il a 14 ou 15 ans. Et Blaine en bonne santé. Et il n'y a rien du tout. Et il a fait ce qu'il fallait. 8 médecins. Et je me rappelle toujours, parce que ça fait un gros boom. C'était à Shaarei Tzedek à l'hôpital. Cette personne peut me témoigner. D'accord? Après, le Rav de Shaarei Tzedek, il est venu la voir et ils se sont excusés. Parce qu'ils ont mis la pression. Oh, le Rav de Shaarei Tzedek. Parce que les médecins ils ont mis la pression, je t'ai pas dit, mais ils ont mis la pression. Même après ils ont fait des bdicotes, ils ont dit que son fils est trisomique, ils ont dit qu'il aurait des problèmes, ils ont dit des machins, ils l'ont tué le pauvre, ils les ont tués comme dommage, ils les ont tués. Et finalement il n'y a rien du tout, grâce à Dieu et tout s'est bien passé. Donc pour te dire, Rav Kanievski, qui peut dire une chose pareille? Qui tu vas aller voir? Qui? Emouna, pas cher, je suis là, d'accord avec toi. Faut avoir une Emouna, mais tu sais qui c'est Rav Kanievski, ça dit, Moshe Rabbeinu. Tu vas pas l'écouter, Moshe Rabbeinu, tu sais que t'es un fou. T'es un fou? C'est Moshe Rabbeinu.
Je te raconte ça, une histoire. Avant cette histoire-là, j'étais au Kollel Erev à Jérusalem, à Beit Vegan. Kollel Erev, c'est le Kollel du soir. Après la journée, on terminait. Non, il y a des gens qui sont peut-être pas bilingues, d'accord? Kollel Erev, voilà, tu vois, c'est pas un cours d'aérobic. On étudiait de 9h à 11h le soir. Après la journée, il commençait à 7h du matin, d'accord? Ok. Et là-bas, on avait un ami, sa femme, elle était aussi enceinte. Et c'était leur premier d'ailleurs. Et une fois, ils sont partis faire la bdika normale, tu vois, la bdika du bébé, tout ça et tout. Et tout d'un coup, ils voient le docteur, comment on appelle ça, l'échographie et tout ça, en train de s'affoler, s'alarmer, il commence à avoir super peur et tout. Il appelle direct l'ambulance. Il dit qu'est-ce qui se passe et tout, machin. Ambulance direct, il faut qu'elle aille vite, machin, à l'hôpital, machin et tout. Il n'entendait plus le cœur du bébé. Et il voyait même plus le bébé, il voyait plus rien du tout. Et en fait, il y avait une hémorragie. Mais dans tout le ventre, c'est-à-dire que, t'imagines une hémorragie dans le ventre? C'était rempli de sang. Et donc, vite à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital, ils regardent, machin et tout. Faut vite avorter, hémorragie, on sait même pas si elle va pouvoir tenir la maman et tout ça, machin et tout. Il a dit, vous ne faites rien du tout, touchez pas. Mon copain, quoi, le mari, le papa, quoi. C'est un autre, c'est une histoire. Il dit, vous ne faites rien du tout de ça, il savait. Et donc, il appelle avant. Et donc, il demande, qu'est-ce que je dois faire, machin et tout ça. Il laisse sa femme, il va à Bnei Brak, il va chez Rav Kanievski, écoute bien. Et il lui raconte, il dit, voilà, ma femme est à l'hôpital maintenant, machin, il faut rentrer tout de suite. Ma femme, machin, hémorragie, qu'est-ce que je dois faire? Il va le machin, il va le truc et tout. Lui dit qu'il fasse rien du tout. Qu'il laisse comme ça, qu'il touche pas. Qu'il touche pas ta femme. Qu'il touche pas ta femme. Bémet, bon, tu fais pas si, il dit pas, faut pas jouer à ça. Rav Kanievski, tu touches pas ta femme, tout ira bien. Il retient, vous touchez pas ma femme. Le temps qu'il est arrivé, il arrive, le médecin il dit, tu peux rentrer dans mon bureau. Il fait entrer dans le bureau et tout ça. Il lui dit, regarde, en médecine, je sais pas comment on appelle ça. La médecine ne peut pas expliquer ce qui se passe. Il n'y a plus rien. Alors lui, il me racontait, quand il était dans le médecin, il dit, nous on appelle ça le miracle. Non, c'est un juif, on appelle ça le miracle. Bon, le médecin n'a pas voulu le dire. Plus rien. T'entends ce que je dis? Plus rien. Les médecins en Israël doivent venir. Mais bien tout, bien sûr. Ils ont des cas. Ta chômeur, t'entends? T'entends ce que je viens de te dire? Voilà. Ah, mais ça c'est rien, parce que ça se fait un peu baba. C'est sa Torah. Il dit le Baal Shem Tov, lorsque Dieu il a créé le monde, il y avait une lumière spéciale. Et lorsque Dieu il a vu les Réchaïm des générations qui allaient arriver, et qui allaient profiter de ce or, Ganazota Batora, il a pris cette lumière-là, infinie, et il l'a cachée dans la Torah. Et il dit le Baal Shem Tov, c'est pour ça que les tzadikim, les chachamim, qui étudient la Torah matin, midi et soir, oublie, c'est pas des babas, c'est le Koach HaTorah. Il n'y a pas comme le Rav Kanievski, il n'y a pas dans notre génération, du matin au soir, il ne dormait pas, Rav Kanievski, il somnolait, il ne dormait pas, c'est pas humain. C'est tout Torah, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas, c'est matin, midi et soir. Nous, et même le grand ami Chacham qui va être, il va un petit peu des fois aller faire les courses, il va peut-être aller des fois même faire... Il n'y a pas matin, midi et soir. C'est du 24h sur 24. Est-ce qu'il n'est pas tour de Mitzvah comme Digat Rametz? Mais ils font tout. Ça va pas ils font, ça veut dire qu'il est avec la bougie, Digat Rametz. Voilà. Et il prenait le temps de s'occuper de chacun de ses enfants de Tam Israël. Mais c'est que Torah, il n'y a pas autre chose. Il avait des enfants? Il n'y a pas, oui, bien sûr. Il n'y a pas autre chose. Tu comprends? Et je vais te dire, Rabbi Raphaël, on a du mal, bien sûr. On a du mal. C'est pas notre dimension à nous, tu comprends? Moi-même, je comprends pas ce que je te dis. Je le dis, je comprends pas ce que je dis. Tu comprends ce que je veux dire? Je le comprends pas. Être cool au Torah tout le temps, c'est que de la Torah. Que de la Torah. Il n'y a pas un moment, il va te dire, il pleut. Il n'y a pas. Ça n'existe pas chez eux. C'est notre dimension. C'est une dimension qu'on ne connaît pas. C'est une dimension de Moshe Rabbeinu. Tu comprends? Il faut comprendre ce que je suis en train de te dire. Et une autre anecdote. J'ai eu le mérite, Bémet, de prier avec le Rav Kanievski pendant plusieurs matins, pendant plusieurs même semaines. Parce que ma maman a eu un problème de santé à un moment donné. Et je voulais des brachot pour ma maman, tout ça. Et donc à l'époque j'étais à Jérusalem, j'avais un collège, j'avais tout ça. Et le matin, tous les matins, je prenais la voiture et j'allais prier au Netz à Bnei Brak avec le Rav Kanievski. Parce qu'il priait dans la synagogue Lederman, c'est juste à côté de chez lui, il priait là-bas. Et c'était beaucoup plus facile à l'époque, après la tfila du matin, d'aller lui demander une bracha. Et moi je voulais tous les jours une bracha pour ma mère, le Rav Kanievski. Et donc je prenais 2-3 élèves avec moi, et tous les matins, on allait au Netz, et on priait avec le Rav Kanievski. Et une fois je priais aussi, une fois dans la semaine, je priais avec le Rav Steinman.
dans sa maison. Ça, Honnête. ok, vous avez été- Un kiff. C'est Olam Acher, c'est un monde machin, c'est un Vous avez scoop. demandé les numéros du tiercé, tout ça non? Ça ne s'intéresse pas, ça, tu vois. Tu vois. Ça va trop loin, là, On te parle de Tiercé, ouais. Vraiment le truc. Écoute bien. Écoute bien. Tu es un gueux. Et Bémet, j'ai eu le mérite d'aller le voir et d'aller lui poser. Tous les matins, je lui demandais une bracha pour ma mère. Tous les matins, je demandais une bracha pour ma maman. Et une fois, hein, quand j'avais été chez Rav Kanevski, je devais faire moi, il y a 8-9 ans, je devais faire des examens, plein d'examens, bref, tout ça de santé et tout. Et je voulais une bracha, avant de faire ces examens, je voulais une bracha du Rav, tu vois. Et donc, j'avais pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous, et voilà. Déjà, quand tu as rendez-vous, c'est compliqué. Mais quand tu n'as pas de rendez-vous, ça, c'est vraiment une Hachamaïm. Et donc, je vais prier le matin, comme d'habitude, honnête, parce que je savais tout ça, mais c'était l'époque où il commençait déjà à être fatigué. Et des fois, on laissait même pas ni lui demander une bracha du tout. Et directement, il allait chez lui. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils avaient des gens qui avaient besoin. Sa femme était en train d'accoucher, l'autre c'était machin, c'était des trucs le maintenant. Ils suivaient comme ça et tout ça, on rentrait de force dans la maison. J'ai suivi moi aussi, j'ai fait comme tout le monde. Et je suis rentré de force dans la maison comme ça. Et on est comme ça, et après ils ferment. Mais ils savent. Et donc voilà, il y a 20-25 qui rentrent. Après ils ferment la porte, personne ne peut rentrer et tout. Et le gars il te dit, mon grand-père là, il va étudier machin, vous êtes là, mais il ne pourra pas vous recevoir et tout. Et les mecs ils sont là, ils disent non, on doit le voir, chacun crie, ça truc. Vous êtes déjà rentré dans sa maison? Non? Quand tu rentres comme ça, tu as un petit hall, comme ça, un petit couloir. Tu rentres comme ça, d'accord? Au fond, tu as la cuisine. Au début, tu as le salon. Enfin, un salon. Tu as un truc, quoi. Tu as une salle, comme un salon, d'accord? Avec que des siffrets de Torah partout. Et après, tu as sa chambre, comme ça, de l'autre côté. Juste à continuité. Bref. Et le salon, là où il étudie, sur la porte, tu as une petite fenêtre. C'est pas des portes fermées. Tu as une porte fermée, mais ça veut dire que tu as une petite fenêtre. D'accord? Donc, tu peux voir ce qui se passe dans le salon. Et donc ils sont comme ça et tout ça, et le petit fils est là, les gens étaient là, il dit partez, mais ça sert à rien, il ne pourra pas vous recevoir, maintenant c'est son CDR, il est en train d'étudier tout ça. Donc déjà quand il a dit ça, on était 30, on a déjà 15 qui sont partis par Yehush. Il a dit on pourra pas, tout ça. On restait 15. Moi j'ai pas bougé. On était comme ça, 15 et tout, après il revient et tout ça, il laisse comme ça, après il revient, il dit mais vous êtes là pour rien, quoi. Vous avez fait votre temps, votre journée, je ferai rentrer personne. Sachez que personne ne pourra rentrer, là c'est le CDR de mon grand-père et tout, vous ne rentrerez pas. Bon, on a machin, après 20 minutes, déjà tu en as 10 qui partent, on est resté 5. Survivor. 5, hein? Survivor. Ouais, Mamash, voilà 5. Mamash, c'est ça, 5. À moi, ça a été réglé. Alors, je dors là-bas, je fais ce que tu veux, je mange avec lui, j'aurai ma bracha, il n'y a pas. Il y avait un autre, le pauvre, sa femme était aussi sur le bloc opératoire, et il voulait demander un conseil, comment le médecin, ou je sais pas quoi, un truc. Et lui, pour lui, voilà, il bougeait pas non plus. On était 5. On est comme ça, bon, pour l'instant, on est là, et tous les livres du Rav qu'il a écrit, le Rav Kanevski, ils sont là, il a écrit des tonnes de livres. On attend, des tonnes de livres. Et hyper intéressant, hyper profond, hyper magnifique. Et bref, on attend comme ça et tout. Après, il revient le petit-fils, il éteint la lumière. Il éteint la lumière. Ça veut dire, les gars, non, il te dit plus rien parce qu'il voit qu'on est des pitbulls. Il éteint la lumière. T'en as 3 qui partent. On était 2. Le type, là, celui-là, que je ne savais pas au départ, c'était pourquoi il était là. Et moi, on était comme ça, on reste. Et lui, il fait ses trucs, il est là. Maintenant, quand je vous parle, à l'époque, quand c'était, il y avait encore la rabbinite. Il y avait encore la femme du Rav Kanevski. Elle était dans la maison. C'est-à-dire qu'on était là, elle préparait le machin, elle était dans la cuisine, elle faisait le truc, et on était là. Un petit truc, elle, c'est ça? Comment? Demander une petite bénédiction, elle, non? Bien sûr, tu peux demander une bénédiction. Mais bon, nous, tout les trucs. Mais c'est-à-dire que tu étais dans la maison avec eux. Tu étais là, tu étais assis comme ça dans la maison, et tu vois la rabbinite qui est là, qui part, qui vient et tout. Je me rappelle toujours. Elle a fait, je sais plus ce qu'elle faisait dans la cuisine, machin et tout. À un moment donné, elle rentre dans sa chambre, elle va s'allonger pour se reposer. Tout ça, je te parle, je suis là-bas avec le monsieur. Bémet, que c'est vrai. Bémet, elle va, la chambre était tout au fond comme ça, et elle va, la porte était ouverte d'ailleurs, et d'où j'étais, tu la voyais un petit peu, quoi. Elle était allongée, habillée, tout ça, machin. Mais allongée, tu vois qu'elle se repose. Et je te parle maintenant, il y a 1h30 qui est passée là. 1h15. Moi, j'ai pas bougé. Il est quelle heure à peu près? Là, il est quelle heure? Non, parce que le Net, après le Net, il devait être 8h du matin. 8h, ouais, 8h. Et le Rav, il est en train d'étudier. Alors, par qui? Déjà, tu te mets à la fenêtre et tu le regardes. Rien que tu le regardes comme ça en train d'étudier avec sa Gemara, il est comme ça, truc. Et comme il voit après le petit-fils que, bon, elle la saute. On est des pitbulls, on va pas partir. Alors il vient nous voir et tout, il dit moi je vais essayer de vous faire rentrer comme ça et tout ça. Vous attendez, mettez-vous dans la porte, on s'est mis devant la porte, on le regarde. Et il attendait en fait que dès que son grand-père, soit il se lève pour aller aux toilettes, soit il se lève pour aller chercher un livre ou un truc, mais pas, il voulait pas le déranger au milieu du limoud, mais entre.
Il dit ne bougez pas de là, comme ça dès qu'il fait un truc, je vous passe. Bon sinon on peut pas tout truquer. Ouais. Ouais. Et à un moment donné, je me rappelle, il est comme ça, il regarde son grand-père et tout, et il attendait de voir qu'est-ce qu'il va faire, tu vois. Et à un moment donné, le Rav Kanievski, il s'arrête, il va chercher un livre. Il va chercher un livre, il se lève, mais c'est doucement parce qu'il était assez âgé, tout ça déjà, et il se lève pour chercher un livre. Et il nous dit vite, passez par là. Alors on est passé par derrière, et en fait on est passé par sa chambre, là où elle dormait la rabbinite. Elle était allongée, on est passé tous les deux comme ça, c'est vrai. On est passé par derrière, parce qu'il y a une mirpesette comme ça. On est passé par derrière par la mirpesette, il nous a fait rentrer. Le Rav il est là avec son livre, alors il fait le monsieur qui était vraiment bon, il était là, il lui fait rentrer le monsieur, tout ça. Il dit regarde, ils sont là, ils ont des questions vraiment importantes, machin, tout. Il s'est énervé. Il s'est énervé là. Il dit l'homme aime ça, les moods. Enfin, t'es là, tu t'en fous, mais parce que quand je suis en Europe, moi il me faut la bracha, c'était Moshe Rabbeinu, moi il me faut ta bracha, en malasa. Et donc le gars il lui dit pour sa femme, c'est ça que j'ai compris parce que je ne savais pas pourquoi il était là. Ma femme elle est dans le bon. Non. C'est Ashkenaz. Non, je rigole. Non, mais il y en a un des deux qui va le faire. Et donc sa femme, elle était là pour une opération, elle était sur le bloc opératoire, il fallait qu'il sache un truc, plus la question qu'il a posée, tout ça, on lui a répondu. Et moi après, il m'a dit vas-y, là en même temps, et j'ai demandé une bracha, je dis voilà, j'ai des problèmes de santé, je ferai plein de machins. Il m'a fait une bracha. Non, pas bois. Non, il n'a pas dit bois. Bois, c'est vraiment quand même machin. Bois, c'est bracha Batzlacha, qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de dire bracha Batzlacha, il étudie, il n'a pas le temps, il a des milliers, alors il fait des raccourcis. Il n'a pas le temps. Non, il m'avait pas dit bois, il m'avait dit répois chez les mains ou machin, ou un truc qui m'avait apaisé, en tout cas qui m'avait fait, voilà, c'est bon, j'y vais, la fleur au fusil, tranquille, pépère, je suis parti, j'étais tranquille. Et alors faire une histoire. Bon, prochain, je suis parti tranquille, j'ai pu faire mes petits cols comme il faut, grâce à Dieu tout allait bien, il n'y a pas de problème. Voilà, très bonne histoire. Le Marocain, c'est le Marocain. Vous avez que c'était pour votre maman au début. Non, il est pour moi. Non, monsieur Daoud, il a dit c'est pas un vrai. C'est pas vrai. C'est pas un vrai Marocain. Mes amis, ce que je disais tout à l'heure. Il est croisé avec un teckel, c'est pas possible. C'est ce que je disais Rabbi Daniel, qui est tout à l'heure. Comprendre une chose, le Koach de Rav Kanievski, de tous les tzadikim du Rav Kanievski, il venait pas de choses un peu, tu sais, de Baba Oram. Il venait de la Torah Gdosha. Il dit le Baal Shem Tov, Akashru Ganaz et Taor. Il a pris cette lumière et il l'a caché dans la Torah. Michelomet Torah, 24 heures sur 24, il était coulot Torah. Chaque partie de son corps, il était Torah. Il a réussi à dévoiler, à s'attacher à cette lumière, cette première lumière de la création de Maaseh Bereshit. Vous pouvez voir d'un bout à l'autre du monde. Il dit le Baal Shem, c'est ça les tzadikim. Quand tu vas les voir, ils te font une bracha, ils te disent des choses écroulées. C'est pas parce que c'est les babas, c'est Mikoach HaTorah. C'est par la force de la Torah qu'ils ont. C'est le Koach HaTorah. Voilà ce que la Torah est capable de faire et de rendre un homme. T'entends ce qu'on est en train de te dire Urim et Tumim. Et c'est sur ça qu'on pleure. Qui va le remplacer? Sur cette Torah, quel vide. Mais il est irremplaçable. Irremplaçable. Oui, voilà, Edelstein va Daesh, il va Delechem Tumerokim. Irremplaçable. Voilà. Non, c'est sûr, c'est pas peut-être, c'est sûr. Mais il a 99 ans, il est très âgé, Rav Einstein. Aussi, il est très âgé. Mais personne ne peut remplacer Rav Kanievski. Qui peut remplacer dans ses bottes? Personne. Il faut comprendre ce que c'est. Les amis. Faut comprendre, faut comprendre ce que c'est, faut comprendre qui il est. Et sur ça, mes amis, il faut pleurer. La Gemara, je termine avec ça. La Gemara, elle dit que c'est grave, et c'est très grave, de ne pas verser de larmes pour un Talmid Chacham qui quitte ce monde, pour un Tzadik qui quitte ce monde. Il faut au moins verser une larme. Alors, tu dis, oui, mais bon, voilà, je t'ai raconté des histoires, je t'ai parlé de ça. Un petit voilà, c'est côtoyé, mais je vous en parle, voilà, c'est ça, Rav Kanievski. Voilà, c'est quoi, Rav Kanievski? C'est l'âme Israël. On allume une bougie ce soir, c'est ça? Une bougie, étudier plus, se renforcer dans la Torah, l'Ilou Nishmat. Il y a toujours l'Ilou Nishmat. On est tous ses enfants, on est tous ses enfants. Alors, il y a ces enfants qui vont, mais on est tous ses enfants. On doit tous se renforcer. Et Dafka dans l'Imoud Torah. C'est ça qu'il aurait dit Rav Kanievski. Qu'est-ce qu'il vaut? Torah. Il n'y avait pas autre chose. Son ADN c'était Torah. Il n'y avait pas autre chose qui existait. Parce qu'il savait que le monde tient sur la Torah. Am Israël tient sur la Torah. Et ce qui est extraordinaire chez Rav Kanievski, c'est qu'en vérité, Rav Kanievski, il n'avait pas de titre. Il n'était pas Dayan. Il n'était pas Rosh Yeshiva. Il était Saratora. Saratora, on l'appelait le Saratora, le prince de la Torah, le ministre de la Torah, le prince de la Torah. C'est l'exemple même de ce qu'est un Talmid Chacham. Tu allais chez lui. C'est même plus la Nava. C'est plus. Et si tu sais, c'est-à-dire,
en toutes ces années de vie, si tu sais, pas combien de millions, combien de milliards de shekels ou de dollars sont passés entre ses mains, combien de millions et de milliards entre ses mains. Mais pas pour lui. Qu'est-ce qu'il faisait cet argent, quoi? Qu'est-ce qu'on lui donnait? Tout, regarde. Combien, et les orphelins? Koupataïr, et combien les orphelins? Combien? T'es allé chez lui? La maison, il n'a pas bougé depuis 98 ans, c'était la même. Les murs de la maison, c'était les mêmes. La chaise le lit où il dormait, il a 50 ans. Il n'a jamais changé son lit. Nous, on change tous les 2 ans. Le design, je suis pas en train de dire que c'est pas bien ce qu'on fait. Chacun à son niveau. La passerelle qu'ils ont fait de sa maison. La passerelle, exactement. Il n'a pas besoin de marcher les escaliers, pas de temps. Tu vois, sa maison, la même chose. Et les gens, ils sont en bas, ils attendent de le voir passer. Exactement. D'accord, nous tous les 2 ans, on change le design du salon. Ça y est, je me suis un petit peu habitué au rouge, donc maintenant on va faire du jaune. Ouais, surtout. Il n'y a pas matériel, que Torah. Il n'y a rien. Il n'y a pas. Mais Torah, dans le sens, regarde, pas Torah pour lui. Torah pour le Ham Israël. Torah pour le Ham Israël. Il y avait 300 mètres carrés de bibliothèque. Alors messieurs, quand je disais, on est en train de vivre quelque chose de grandiose et d'historique, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est grandiose. Celui qui ne peut pas aller à Bnei Brak parce que c'est très compliqué, faut le suivre en direct, faut suivre la Levaya, faut écouter les spédines, faut participer, ça les Ishtatef. Si on ne peut pas arriver à la Levaya, alors au moins à ce moment-là, tu ne travailles pas. Je sais pas, je suis en train de m'enseigner, c'est très compliqué de Tzadik. On rentrera pas à Bnei Brak. Bnei Brak déjà c'est fermé, tu n'as même plus de place pour rentrer, tu ne peux même pas rentrer à Bnei Brak. Tu peux pas voyager de Natania. Hier, moi j'ai appelé des amis. J'ai appelé des amis hier à Bnei Brak. Le maire de Bnei Brak, il a dit, celui qui veut vraiment assister à la truc, il fallait venir hier soir. Il y a des gens, ils ont dormi avec des sacs de couchage. Des gens, ils sont restés à Bnei Brak toute la nuit là-bas. Ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils ont dormi sur la parterre. Tu rentreras pas à 1 million de personnes. Celui qui connaît Bnei Brak, il connaît le danger en plus que c'est. C'est très de sa fouf. C'est très serré. Ils ont très peur la Mishtara. Ils ont très peur la police de ce qui va. Ils ont pris tout le stade là, de Tel Aviv, le Maccabi Tel Aviv. D'accord, pour faire atterrir des hélicoptères d'urgence et tout ça. Ils ont très peur. Très peur. Quand il y avait le Rav Wosner qui est Nifta, il y a eu des morts pendant la Levaya. Vous êtes au courant? Il y a eu des morts. Non, parce que les binyanim là-bas, il y a des bâtiments qui sont pas solides. C'est depuis 70 ans. Et il s'est écoulé. Vous n'avez pas entendu pour la Rav Wosner qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des morts. Donc pendant les Levaya, il y a eu des morts. Et là, c'est pas, il y avait entre guillemets 200 000 personnes, 150 personnes. Là, c'est 1 million qu'on attend. Voilà, Kakadosh, beaucoup, il faut que ça se passe en bonne santé, qu'il n'y ait pas un deuxième Méron, qu'il n'y ait pas de ces choses-là. Mais, ça arrive les Ishtatef. Au moment de la Levaya, tu arrêtes tout, mon fils, et tu t'associes à ça. Et tu pleures le tzaddik, le géant qu'on a perdu, le manque qu'on a. Et c'était une protection. Pour l'instant, c'est midi. Ils ont repoussé, c'était à 1h, après ils ont dit 11h, maintenant c'est midi. Bon, faut suivre quand est-ce que ça va être. Aval, c'est. Envoyez un message sur le groupe Rav Conseil. Voilà, et faites, en fait, je termine vraiment, faites en sorte, dites-le à vos enfants. Faut que ça marque vos enfants, faut qu'ils voient c'est quoi la Torah, vos enfants. Voilà, c'est ça le Ham Israël. C'est quoi notre dirigeant? Il n'y a jamais eu, dans l'histoire du peuple juif, même pour un premier ministre ou qui tu veux, 1 million de personnes, pour Obadiah Yosef. C'est ça, Ham Israël, c'est notre Chachamim. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est nos Chachamim, ce sont eux nos rois. Nos enfants. Moi, quand le Rabbi Yosef il est niftar, mes enfants ils étaient petits, j'ai été makpid de les prendre avec moi. Je voulais qu'ils voient, voilà, c'est ça le kavod de la Torah. C'est ça le kavod de la Torah. C'est ça qu'Hachem attend de nous. C'est ça l'essentiel de la vie. Alors, même les enfants, tu as ton fils, prends 5 minutes, prends 10 minutes, regardez c'est quoi la grandeur du peuple juif. Regardez c'est quoi la lumière du peuple juif. C'est quoi la protection du Ham Israël. D'accord? Voilà, qu'on connaisse que des joies, Bezrat Hashem.